Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire de Concertation Montréal. On a le plaisir aujourd'hui de discuter d'enjeux de collaboration au conseil d'administration. Donc, c'est une thématique très, très large que nous allons couvrir dans la prochaine heure. Pourquoi la collaboration au conseil d'administration? Beaucoup d'organisations ont eu une assemblée générale soit ce printemps ou au début de l'automne et doivent maintenant fonctionner avec un conseil d'administration qui parfois ne s'est jamais rencontré en présentiel. Donc, on a dans certains cas fait connaissance ou rencontrer les nouveaux administrateurs en ligne uniquement. Donc, c'est essentiel de bien collaborer pour profiter pleinement des rencontres du conseil pour faire face aux nombreux défis qui touchent les organisations aujourd'hui. Donc, on aborde cette question-là avec Sandrine Janas, qui est formatrice et la fondatrice de SJ et Motivation. Donc, Sandrine qui travaille avec nous depuis plusieurs années dans le cadre notamment d'initiatives de co-développement. Donc, elle accompagne beaucoup d'organisations de façon à les préparer à faire face aux changements. Elle touche également à plusieurs facettes de la gouvernance, siégeant elle-même dans plusieurs conseils d'administration. Donc, on a la prochaine heure pour discuter de ce sujet assez large. Nous avons reçu vos questions nombreuses que nous avons transmises à Sandrine, qui va s'en inspirer dans le cadre de la présentation. On vous dit, comme à l'habitude, on n'aura pas la possibilité de les traiter dans leur ensemble. L'idée, c'est d'avoir un aperçu de vos préoccupations, puis on va essayer d'en toucher autant que possible dans le courant de l'heure qui vient. Donc, les webinaires sont réalisés grâce au soutien de nos partenaires, donc l'agglomération de Montréal. Puis l'initiative Leadership Montréal est également soutenue par le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Donc, je vous laisse entre bonnes mains avec Sandrine pour la prochaine heure et je vous retrouve pour un petit mot de conclusion à la toute fin. Donc, Sandrine, à toi la parole et merci. Merci beaucoup, Philippe. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien en ce mercredi 14 octobre. Donc, nous allons avoir une belle après-midi, une heure ensemble où nous allons parler d'un sujet, je dirais, très croustillant qui est d'actualité au niveau de la collaboration, comme Philippe vient de le mentionner. J'aimerais rappeler un peu l'objectif de notre rencontre de cet après-midi. Premièrement, ce webinaire, c'est pour vous permettre d'améliorer vos habiletés de communication et d'influence pour mobiliser les membres de votre CA. Par la suite, ce que vous allez voir à travers ce webinaire, c'est que vous allez repartir avec des outils, des conseils pratiques, mais ça va vous permettre aussi d'évaluer votre niveau d'influence. Parce que lorsqu'on parle de communiquer, collaborer, c'est d'avoir un minimum d'influence vers l'autre. Donc, comment savoir si j'ai de l'influence? Donc, premièrement, évaluer notre influence. Générer un impact, c'est ça l'objectif aussi que vous souhaitez avoir aussi au niveau de votre CERA. Et bien sûr, utiliser des outils, comme je vous ai dit, ou des conseils pratiques à travers ce webinaire. Le déroulement, comment ça va se passer? Nous allons faire une brève présentation de qui je suis, même si Philippe un peu a expliqué mon parcours. J'aimerais prendre le temps de vous parler un peu de moi. Par la suite, nous allons rentrer au cœur du sujet de la présentation et nous allons faire une période de questions à la fin de ce webinaire. Ce que j'aimerais vous partager dans mon parcours, la raison pourquoi je suis très heureuse d'être parmi vous, c'est que je suis une personne qui est passionnée en tout ce qui a trait au comportement humain. Donc, les relations humaines, ça me parle. Donc, quand on parle de collaboration, c'est sûr que je suis contente de pouvoir vous partager mon expérience, mon expertise, des outils pour vous permettre d'être plus efficace à l'intérieur de votre conseil d'administration. J'ai fait des études en administration des affaires, concentration RH, avec une maîtrise à l'ENAP. Par la suite, j'ai décidé de développer mon expertise de coaching. Donc, quand on parle d'accompagner des gestionnaires la plupart du temps, j'ai décidé de développer cette expertise-là. Et au cours de mon parcours professionnel, j'ai constaté qu'un des enjeux, et même dans les conseils d'administration, c'était la gestion des conflits.
Donc, l'année dernière, j'ai décidé de partager mon expertise à travers un ouvrage qui s'appelle « Comment gérer autrement les conflits au travail », qui est un guide pratique. Donc, ce n'est pas un guide où vous allez avoir de la théorie. Je suis plutôt de nature pragmatique, donc de mettre les personnes très, très rapidement en action. Donc, c'est un guide par la gestion de soi, comment moi je gère les conflits pour pouvoir mieux gérer les conflits avec les autres. Et je suis, comme l'a dit Philippe, membre du CA de Compagnie F et mentor auprès des jeunes. Donc là, c'est un peu mon petit parcours professionnel. Avant même de commencer, j'aimerais savoir pour vous, qu'est-ce que c'est la collaboration? Donc, vous allez avoir sur votre écran un petit sondage et vous pouvez répondre par rapport aux éléments qui sont identifiés ici. Donc, qu'est-ce que la collaboration pour vous? Je vous laisse quelques secondes pour pouvoir répondre à la question. Donc, est-ce que c'est travailler en équipe, atteindre des objectifs communs, se mettre en action et participer activement en œuvrant avec d'autres personnes, ou c'est participer activement? Donc là, Philippe regarde si la plupart des personnes ont complété le petit sondage. Puis, bon, on constate à travers les résultats que 54% ont identifié que la collaboration, c'est se mettre en action et participer activement en œuvrant avec d'autres personnes. En effet, c'est exactement ça. Puis je vais vous expliquer pourquoi les autres éléments sont aussi intégrés, mais il manque certains éléments dans la définition. Donc, si je reviens sur la définition de la collaboration. Premièrement, c'est une action, ce sont des actions pour se mettre en mouvement vers l'autre. Donc, moi, quand je commence à collaborer avec mon collègue, est-ce que je suis en mouvement? Donc, ça, c'est la première interrogation qu'on doit se poser pour savoir est-ce que je collabore, ça veut dire que je me mets en action, je me mets en mouvement vers l'autre. Première interrogation. Par la suite, est-ce que je participe activement? Souvent, on voit dans des réunions, dans des rencontres, dans des CA, qu'on participe, mais est-ce qu'on participe activement? C'est le mot activement qui est très important. Et si je vous pose la question, est-ce que concrètement, on participe tout le temps activement quand on est dans des rencontres? Des fois, on peut perdre de la collaboration, de la participation active, puis dans d'autres situations, on peut être plus passif. Donc, c'est vraiment de rajouter cet élément-là quand on veut mettre en place une collaboration efficace au cœur de nos réunions. Troisième élément intéressant, c'est de voir est-ce que dans l'action en mouvement vers l'autre et que je participe activement, mais à une œuvre avec d'autres personnes. Est-ce que je travaille avec d'autres personnes, je ne suis pas seule. Donc ça, c'est important quand on regarde la collaboration, c'est de décortiquer en fait compte la collaboration et je l'ai décortiquée à travers une équation. Et tout va partir en fait compte de cette équation-là pour notre webinaire pour vous montrer que la collaboration, premièrement, c'est une confiance. Confiance envers vous et envers les autres. Tant que vous n'avez pas confiance envers vos connaissances, votre expertise et envers les autres avec qui vous allez travailler, la collaboration sera plus boiteuse. Par la suite, il faut rajouter la connexion. Quand je parle de connexion, j'intègre à l'intérieur de ça, est-ce que je me connecte avec toutes les personnes de mon équipe, donc que je connais leur expertise. Quand on parle d'expertise, c'est la diversité d'expériences, d'expertise. Est-ce que je valorise aussi les connaissances de mes collègues? Au niveau de connexion, est-ce que j'arrive à les motiver à travers les rencontres que j'ai? En ayant ces deux éléments-là, la confiance et la connexion, ça nous amène à une collaboration. Et en général, ces deux éléments que vous voyez, ce n'est pas tout le temps
qu'on les met en place ou qu'on les met en pratique au fur et à mesure. Si on va un peu plus loin dans l'équation, c'est important que vous vous rappelez ces deux éléments, confiance et connexion. Premièrement, collaborer signifie travailler avec quelqu'un, alors coopérer veut dire œuvre commune. On fait souvent l'amalgame entre collaborer et coopérer, mais c'est deux éléments qui se complètent. Ce n'est pas deux éléments distincts, c'est deux éléments qui se complètent au niveau de la collaboration. Lorsque nous avons reçu, puis Philippe nous a dit au début qu'on a reçu énormément, pratiquement plus de 100 questions ou de situations. Premièrement, je vous remercie beaucoup parce que je vois que le sujet est très intéressant et puis au niveau de vos inquiétudes, de vos interrogations, j'ai soulevé des éléments qui permettraient d'avancer dans le processus d'amélioration au niveau de la communication. Une des questions qui a été abordée, c'est comment peut-on aller chercher l'engagement? Donc, on parle beaucoup de l'engagement de nos administrateurs pour qu'ils s'impliquent dans les comités. Ça a été identifié plus, je dirais, régulièrement dans les questions. Et je vous dirais, pour amener les gens à collaborer, à s'engager dans les comités, il est important d'identifier qu'est-ce que vous attendez d'eux au niveau des comités. Est-ce qu'à l'intérieur de vos comités, les rôles, les responsabilités des membres de ce comité, la mission de ce comité est bien identifiée et compris par les membres de ce comité? J'ai déjà travaillé, j'ai déjà été dans des conseils d'administration et dans des comités et j'ai vu que c'était des faiblesses au niveau de la compréhension de la mission de ce comité-là, mais surtout de la responsabilité de chaque membre du comité. Donc, la question à savoir, si les gens ne s'engagent pas, est-ce qu'ils connaissent leur mission? Est-ce qu'ils connaissent leurs responsabilités? Ont-ils un plan d'action pour atteindre les objectifs qui est relié avec le plan stratégique? D'où vient la deuxième question quand on pose comment amener les administrateurs à avoir plus d'implication au niveau du plan stratégique. Il est important dans ce moment-là que le directeur ou la directrice générale partage à la présidente ou président du conseil d'administration le plan stratégique pour que les membres puissent se sentir aussi impliqués et pouvoir collaborer à travers ce plan stratégique, mais de façon, je dirais, obligatoirement opérationnelle, parce que le conseil d'administration, c'est plutôt stratégique, mais à travers les comités, là, on peut améliorer les choses et collaborer. Donc ça, c'est important. Est-ce que la planification stratégique a bien été élaborée et surtout comprise et partagée au conseil d'administration? Quand on parle de motivation des administrateurs, surtout en cette période de COVID-19 où les réunions se font beaucoup à distance, pour garder des personnes motivées, tout passe par la structure, l'organisation. Donc, plus vous êtes structuré dans l'organisation de vos réunions, plus vous allez avoir des membres motivés. Faire des suivis réguliers aussi. Donc, ça, c'est important pour conserver la motivation de vos membres. La dernière question que je trouve fort intéressante, et ce n'est pas la première fois que je la vois, c'est des jeunes administrateurs qui rentrent dans des conseils d'administration et que s'engager, s'impliquer, mais surtout communiquer, influencer, mais qui ont de la difficulté à prendre leur place en raison que certains expérimentés. Et là, c'est pour ça qu'à travers la prochaine diapo, vous allez voir que pour développer son pouvoir d'influence, ce n'est pas obligatoirement relié à un niveau d'expérience, plutôt à des habiletés personnelles. Si je reprends les éléments de
l'équation de la collaboration, rappelez-vous, on parlait du premier rond qui était la confiance. Plus vous connaissez vos forces, plus vous connaissez vos choses à améliorer, plus vous allez démontrer que vous possédez une bonne crédibilité. Ça, c'est important pour que les gens puissent vous écouter. Donc, que vous ayez une bonne crédibilité. Quand on parle d'intégrité aussi, donc tous ces éléments-là sont importants pour que les gens puissent écouter lorsque vous vous exprimez. Avoir une analyse juste et posséder un leadership. On n'est pas obligé d'avoir un leadership, je dirais, très prononcé pour pouvoir influencer quelqu'un. Ce qui est intéressant, c'est, premièrement, c'est d'observer. Quand on parle de connexion, observez votre environnement, d'observer les membres de votre CA, les jeux de pouvoir au sein de votre groupe. Il est très important de prendre le temps d'analyser avec qui vous allez travailler. Quand on parlait de connexion, on parlait aussi de la diversité des compétences, la diversité d'expériences. On parlait aussi de l'organisation de travail, comment les gens avec qui vous travaillez fonctionnent. Donc ça, c'est important si on veut maximiser sur l'efficacité des gens. Par la suite, saisir les enjeux des équipes et avoir un bon sens de communication. Avoir une présence active. Rappelez-vous, au niveau de la collaboration, on avait identifié de participer activement, donc en ayant une présence active et sans jugement. Parce que lorsqu'on présente nos opinions, il est important d'être à l'écoute et de ne pas porter obligatoirement un jugement sur l'opinion. Ce n'est pas évident en premier lieu, ça s'apprend, mais je vous dirais que c'est un élément important pour obtenir la motivation, l'engagement des membres de votre CA. Ce qui est intéressant à travers le pouvoir d'influence, un des éléments que j'ai expliqué dans les questions que nous avons reçues, il est important de prendre le temps d'expliquer la raison d'être de l'organisme. J'aimerais savoir que lorsque vous engagez une personne de votre CA, est-ce que vous laissez la personne aller sur votre site web et prendre le temps d'analyser votre vision, mission, valeur, ou en tant que président, en tant que membre, vous prenez le temps de lui expliquer vraiment l'histoire de votre organisation. De ce que j'ai pu voir, il est rare qu'on prend le temps d'expliquer aux nouveaux membres l'histoire de l'organisation, la mission, la vision, la valeur, pour que les gens puissent s'imprégner en fait compte de ces éléments-là qui vont avoir un impact sur la compréhension du plan stratégique et par la suite l'exécution de ce plan-là à travers les comités de travail. Effectuer des formations. Quand on parle pouvoir d'influence, ça permet aussi de développer des habiletés. Donc, il y a des formations qui se donnent sur le pouvoir d'influence, le sens politique, la communication efficace et l'intelligence émotionnelle. Pourquoi l'intelligence émotionnelle a été mise dans cette proposition? C'est qu'à travers les rencontres que vous avez, il y a beaucoup d'émotions lorsqu'on échange des opinions. C'est important de maîtriser nos émotions avec intelligence et pourquoi pas d'aller développer cette habileté-là à travers une formation ou à travers des lectures. Un élément que j'utilise souvent pour mieux comprendre aussi avec les gens avec qui je travaille, passer éventuellement à un test psychométrie. Il y en a qui utilisent le MBTI. Moi, l'outil que j'utilise, c'est un outil qui s'appelle Nova, qui est basé aussi sur la personnalité, donc les comportements et la motivation. Donc, c'est un élément intéressant pour mieux comprendre comment je peux communiquer avec les autres. Et bien sûr, il y a des possibilités d'être accompagné par un coach, par un mentor pour développer votre pouvoir d'influence. Donc, ce sont des éléments, ce sont des conseils que je vous suggère aujourd'hui et de savoir par rapport à ces conseils, lequel aujourd'hui je pourrais utiliser qui me permettrait d'augmenter mon pouvoir d'influence. Et dans la première partie, c'est de savoir où est rendu mon pouvoir d'influence. Est-ce que je suis une personne crédible, intègre?
Est-ce que je communique clairement la mission, la vision, les valeurs de l'organisation? Donc, il faut faire une auto-évaluation de notre niveau d'influence et se poser la question, si je veux m'améliorer, quels sont les éléments que je dois améliorer? Donc ça, c'est important de faire cette première auto-évaluation avant de prendre la décision du moyen pour améliorer votre pouvoir d'influence. Deux éléments que je trouve importants quand on parle d'influence, l'importance d'écouter et de comprendre. Et pourquoi je prends le temps de vous mentionner ces éléments-là, c'est que des fois, nous pouvons penser qu'on écoute, mais on n'écoute pas de façon active l'autre personne. Qui l'écoute, ça peut être par la communication non verbale. Donc ça, c'est important de prendre le temps d'écouter et de comprendre. La communication est bidirectionnelle. Lorsqu'on parle de comprendre, c'est d'aller s'assurer en validant l'information que j'ai entendue, ma compréhension. Et ça, c'est important de pouvoir faire de la validation régulière auprès de vos membres de cercle pour s'assurer qu'on a bien compris lorsqu'il y a des échanges dans les conseils d'administration. Deuxième petit sondage, on a parlé premièrement du pouvoir d'influence, un des éléments qui est important pour pouvoir mobiliser les membres de votre équipe. Mais bien sûr, quand on parle de mobiliser, on parle de communication, mais on parle aussi d'organisation de nos réunions pour qu'elles soient efficaces, surtout en cette période de COVID-19. De vous renvoyer un petit sondage qui va vous permettre d'évaluer. Ça, c'est important de faire ce soir, de se situer par rapport à ça. Sandrine, juste te dire, il y a des petits délais parfois dans la connexion. OK. Donc, on arrive à bien saisir, mais il y a des mots parfois qui disparaissent. Je vais lancer le sondage. OK, merci. Donc, au niveau de l'efficacité de vos rencontres, est-ce que vous considérez que vos rencontres actuellement sont excellentes, très satisfaisantes, passables ou faibles? Et ça, c'est important de bien répondre à cette question pour vous permettre après, par la suite, de vous améliorer et de vous mettre en action pour atteindre l'objectif que vous souhaitez. Imaginons que vous identifiez qu'actuellement, vos rencontres sont passables et que vous aimeriez qu'elles soient très satisfaisantes, mais ça va vous permettre de vous donner un plan d'action pour arriver à ce niveau-là. Donc, en quelques secondes, donc là, bon, ben, je suis tombée, j'avais dit passable, donc à 49%, passable, quand même un bon résultat, très satisfaisant, 41% et 7% excellent. Donc, c'est très intéressant ces résultats-là, surtout que je trouve sur 82 participants. Oui, je trouve ça très intéressant de voir que les rencontres sont très satisfaisantes. C'est intéressant. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que lorsqu'on demande d'améliorer les rencontres, la plupart du temps, on parle d'organisation des réunions au niveau de l'implication, au niveau de l'ordre du jour, au niveau des discussions, au niveau même de l'approche qu'on utilise. Ce qui est important dans tout ça, parce que les 4 questions qui sont identifiées ici, ça ramène ces éléments. C'est comment amener les administrateurs à avoir une plus grande implication? Comment faciliter les discussions lors de prise de décision? Il y a beaucoup de techniques qui nous permettent en fait compte d'intégrer des facilitations pour les prises de décision. Ce que j'aimerais vous apporter, c'est premièrement, lorsqu'on établit un ordre du jour, il faut s'assurer que dans l'ordre du jour que vous proposez à vos membres,
au niveau des points, est-ce que ce sont des points de suivi, des points de discussion, et par ordre de priorité et points d'information? Bien sûr, chaque point doit être avec une durée précise. En ayant cette information-là, qu'est-ce que vous allez donner comme information à vos membres? Lorsque vous indiquez que ce point-là dure, exemple, 30-35 minutes, on sait que ça va demander d'analyser des documents au préalable, qu'il y aura une prise de décision en arrière de ce point-là. Donc, ça permet aux membres de dire, je dois me préparer parce que dans l'ordre du jour que je reçois, il y a 2 points qui demandent une grande discussion et une prise de décision. Donc, vraiment de prendre le temps d'identifier les points où on va avoir des prises de décision, les points où on va avoir des points de suivi et des points d'information. Au niveau de l'engagement des membres du CA, c'est comme ça qu'on doit analyser un ordre du jour. Un ordre du jour, ça donne beaucoup d'informations. Les procès-verbaux permettent de garder des traces en fait de ce qui se passe, des prises de décision, et surtout pour les personnes qui sont absentes, c'est de faire aussi leur engagement pour connaître la continuité des rencontres. Quand on parlait de faciliter les discussions, ben, au niveau des techniques que moi je suggère, c'est des techniques de façon démocratique. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut donner un temps pour chaque point, comme je viens de le mentionner, et on peut utiliser différents outils, une minuterie. Il ne faut pas se sentir offusqué lorsque la présidente passe au point suivant, puisque l'information est dite au préalable en disant on commence tel point pour une durée de temps. Donc déjà, les membres du CA sont au courant que le point a une durée de temps et ça permet aussi aux gens de synthétiser leurs paroles, leur opinion. Ça, c'est important de pouvoir synthétiser vos échanges pour pouvoir atteindre les objectifs. Donc, quand on parle d'efficacité, c'est dans ce sens-là, c'est de prendre le temps d'écouter ce que j'entends et de synthétiser en ne répétant pas la même chose que mon collègue. Ça permet de gérer notre temps, de gérer nos priorités. Donc, ça, c'est important d'avoir cette technique-là pour pouvoir être efficace au niveau de vos réunions. Structurer les prises de décision. Donc, ce que moi, j'utilise souvent dans les CA, c'est que lorsqu'il y a une décision, on parle du sujet, on discute et on propose. Donc, il y a un temps pour parler du sujet, il y a un temps pour discuter et par la suite, on propose. Et en intégrant cette technique-là dans votre structure de prise de décision, vous allez être plus efficace. Donc, c'est important de mentionner dans la manière de collaborer dans vos rencontres de CA, de présenter cette structure et d'avoir l'aval de l'ensemble de vos membres de conseil d'administration. Donc, quand on parle d'organiser des rencontres efficaces, c'est de dire comment on souhaite qu'on fonctionne, comment on peut améliorer notre droit de parole, nos prises de décision. Dans le sondage, on a vu quand même qu'il y avait plus de 40% qui étaient passables. Donc, votre objectif pour ceux qui ont eu ce résultat-là, c'est d'avoir des réunions plus satisfaisantes, très satisfaisantes. Donc, de regarder à l'intérieur de ces éléments-là, est-ce que mes procès-verbaux sont clairs? Est-ce que l'ordre du jour que je donne aux membres sont bien identifiés avec une durée? Est-ce que j'ai plus de points d'information que de prise de décision? Comment on structure les prises de décision aussi? Donc, tous ces éléments sont importants d'intégrer. Ce qui nous amène à se dire que souvent, on me pose la question, je suis bénévole et j'aimerais, oui, m'impliquer, mais ça me demande combien de temps pour me préparer pour chaque rencontre? On revient à la même situation que je vous disais tantôt. À travers l'ordre du jour, vous allez voir que si vous avez 2-3 points de 25-30 minutes, c'est des points de décision, ça va vous demander plus de préparation parce que vous devrez lire des documents,
qui vous ont été envoyés en général une semaine à l'avance. Et plus vous allez vous préparer, plus vos rencontres vont être efficaces. Tantôt, je parlais de synthétiser les réponses. Ben, ça sert à ça, se préparer. C'est de synthétiser pour qu'on arrive à la discussion et après proposer des solutions. On est déjà au courant de quoi on parle. Écouter et participer activement. Donc ça, c'est important. Je parlais souvent de l'écoute active et surtout sans jugement. Donc ça, c'est important aussi de le mentionner en tant que conseil. Lorsqu'on est dans des rencontres de CA, c'est bien de nommer les bons coups. Qu'est-ce qui se passe au niveau des comités? Parce que des fois, on parle des difficultés qu'on rencontre, c'est les choses qui sont en premier lieu présentées, mais les bons coups aussi, ça permet d'augmenter ou de valoriser aussi vos membres de CA. Donc, c'est un élément qu'il ne faut pas négliger de nommer les bons coups qui se passent au sein de vos CA, au sein de vos comités. Un outil que je vous suggère fortement, c'est d'évaluer vos rencontres. Chaque rencontre est importante d'évaluer pour voir un peu si l'engagement, la motivation de vos membres sont toujours d'actualité. Et ça peut se faire très facilement à travers un petit sondage sur SurveyMonkey où vous avez des questions un peu plus générales, où vous donnez aussi cette tâche, cette responsabilité à un membre du CA pour vous permettre d'être efficace. Puis les questions vont être abordées sur 4 axes. Donc, comment les gens ont apprécié le contenu de la rencontre, le climat de la rencontre, la procédure, comment on a respecté les procédures et l'appréciation générale. Je ne l'ai pas vu souvent, ce fameux sondage d'évaluation, et pourtant, c'est un outil, je dirais, le plus efficace pour augmenter, en fait, compte votre efficacité. Si vous devez choisir un conseil parmi ceux-là, oui, ils sont tous bons et je pense qu'il est important de les faire, mais ne négligez pas ce 4e picot parce que ça va vous permettre vraiment d'être efficace et aussi de revenir à chaque fois avec les résultats parce que c'est bien de faire le sondage, mais c'est important aussi de donner les résultats. Puis tantôt, on parlait des bons coups, mais de dire notre contenu ou le climat est agréable, on continue dans ce sens ou on doit ajuster. Quand on rentre dans un nouveau CA, on l'a vu dans la dernière question qu'on avait reçue, où une personne qui est jeune au niveau de son âge et de son expérience de CA, il est important de faire des activités ludiques, surtout dans les périodes où on fait des rencontres, je dirais, à distance, des brises-glaces, pour permettre qu'au-delà de savoir que cette personne a une expertise en comptabilité, en ressources humaines, en marketing, c'est qui cette personne-là? Comment je peux apprendre sur cette personne-là? Donc, de faire des petites activités ludiques. Premièrement, une petite activité de brise-glace qui vous permettrait de créer cette relation de confiance. N'oubliez pas, au niveau de l'équation de départ, quand on parlait de collaboration, le premier rond, c'était la confiance. Pour développer une collaboration dans vos CA, dans vos réunions, il faut établir des relations de confiance. Et je rajouterai derrière ça le mot durable. C'est ce qu'on souhaite. On veut développer des relations de confiance durables avec les membres de nos CA pour qu'ils puissent continuer à s'engager à travers le plan stratégique, le plan annuel ou les plans d'action qui sont intégrés dans les comités. Ça, il est important que vous ayez à penser à ce genre d'activité pour garder en fait compte l'engagement et la motivation de vos membres. Un élément que j'aimerais aussi amener et qui dit beaucoup à travers cette citation-là, si on la décortique, parce que quand on parle de collaboration, c'est une équipe, c'est un groupe de personnes, un groupe d'humains qui prend sa richesse. Puis c'est pour ça que je parle que la diversité
est relié à la richesse des individus à travers leur expertise, de l'entraide, la solidarité. Dans un conseil d'administration, c'est ce qu'on s'attend, de la solidarité, de l'entraide, de l'engagement vers un but commun. Le but commun, c'est la mission, la vision de l'organisme qui a été partagée dès le début pour que vous compreniez les raisons, les actions qui sont liées en fait compte au plan stratégique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à travers ces rencontres-là, c'est important d'avoir un climat harmonieux, l'épanouissement dans la différence et le respect. Donc, c'est d'accepter qu'on a des parcours différents, des parcours enrichissants et de respecter cette différence-là. On parle beaucoup de diversité et d'inclusion. Comment on intègre la diversité dans notre CA, l'inclusion au niveau de nos conseils d'administration. C'est des remises en question, mais qui sont importantes à prendre le temps d'analyser et de savoir à travers juste cette phrase-là que je viens de vous partager, comment je me situe en tant qu'individu pour me permettre de collaborer avec mes collègues. Rappelez-vous, confiance plus connexion égale collaboration et permettre par la suite d'aborder avec mes collègues cet engagement-là et cette motivation. Lorsque je vous parlais aussi d'un outil, je l'ai parlé tout au début, la gestion de conflits, c'est ça la différence, le respect de la différence, c'est de comprendre à travers ces rencontres-là que vous pouvez avoir des conflits. Je vous encourage d'aller chercher des outils pour améliorer les communications conflictuelles. Il y a une approche qui est beaucoup utilisée à travers mon ouvrage et qui amène un outil efficace sur la collaboration, à savoir dans la gestion de conflits, si je souhaite continuer à collaborer, quelles sont les façons de faire pour collaborer. Donc, c'est vraiment ces éléments-là que je souhaitais partager avec vous et j'aimerais prendre le temps de prendre vos questions parce que là, il y a eu beaucoup de questions adressées et je souhaitais prendre le temps d'avoir des questions live de votre part pour pouvoir vous aider si prochainement vous avez un conseil d'administration et que vous souhaitez augmenter votre pouvoir d'influence ou améliorer, comme on a pu voir, les rencontres. Donc, je suis disponible à lire vos questions sur le chat et d'y répondre. Donc, n'hésitez pas à adresser vos questions. Donc, on précise dans le chat, les questions sont visibles seulement pour Sandrine et moi. Puis ensuite, on va répéter les questions et vous les partagez par la suite ainsi que leurs réponses. Donc, on a une première question qui est arrivée pour parler de la relation entre la direction générale et le conseil d'administration. Donc, Sandrine, comme les questions commencent à rentrer, je vais me permettre de faire une sélection. Je vais te les adresser, puis tu pourras prendre un petit moment pour y répondre. OK, d'accord. Donc, la question dont je parlais, qui n'est pas vraiment formulée comme telle, mais au niveau de la relation direction générale CA, comment on peut s'assurer d'avoir une bonne communication? Je sais que normalement, les présidents, présidentes et DG se voient ou se parlent de façon plus régulière. Est-ce que le fait de travailler à distance, ça peut avoir un impact à ce niveau-là? Ce serait quoi les bonnes pratiques à encourager pour maintenir un lien fort entre la direction et la présidence du CA? Donc, en fait, compte, c'est de maintenir, en fait, compte ces rencontres-là. Si on avait des rencontres présentielles à chaque, je dirais, 2 semaines, il ne faudrait pas changer la fréquence des rencontres pour maintenir cette relation-là de confiance et d'utiliser, je dirais, les outils de technologie, je dirais, virtuels.
Donc, le téléphone, oui, mais j'encourage plus Zoom ou autres technologies pour qu'on puisse voir la personne à travers la caméra et pouvoir travailler, donc partager des documents. Donc, je pense qu'il est important de maintenir la fréquence des rencontres, même si c'est à distance. Parfait. On a une question, quelqu'un qui demande des trucs pour une coordonnatrice ou c'est bon pour une personne à la direction générale aussi, mais comment faire pour que les discussions au conseil d'administration avancent et qu'elles aboutissent? Parce que parfois, lorsqu'une personne est là comme salarié de l'organisation, bon, est en présence de ses patrons, les membres du conseil, comment on peut, en tant qu'employé, en fait, donner peut-être des conseils ou amener notre CA peut-être à aller plus rapidement ou arriver à prendre des décisions. Là. Je sais que dans certains cas, il y a des gens qui nous parlaient de conseils d'administration qui pouvaient durer jusqu'à 4 heures de temps. Donc, évidemment, c'est difficile de prendre des décisions dans ce contexte-là. Donc, qu'est-ce qu'une personne de la direction générale ou de la coordination peut faire pour appuyer son conseil d'administration tout en considérant que c'est le CA, le patron? Mais c'est sûr que la personne qui travaille en tant qu'employé peut communiquer en fait compte ses suggestions d'amélioration d'efficacité directement à sa directrice ou à son directeur général, que par la suite, lui, pourrait regarder et on va dire l'annoncer ou le proposer à son conseil d'administration. Donc, il faut faire attention aussi du rôle et responsabilités de la personne coordinatrice qui vient dans un CA, c'est quoi son rôle dans le CA et pour ne pas engendrer dans les responsabilités et rôles des autres membres du CA. Donc, j'encouragerais la personne de partager ses observations à la direction et par la suite, la direction pourrait présenter des suggestions à son conseil d'administration. Donc, quelqu'un demande comment on peut reproduire la ligne dynamique des échanges informels avant et après le CA. Parce que en temps normal, on se retrouve un petit peu avant, on lunch ensemble, on discute. Pour sauver du temps, dans bien des cas, ces périodes-là ont été coupées. Donc, on arrive, on commence. Mais ça fait qu'il y a de l'information qui était communiquée de façon informelle avant, qui n'est pas nécessairement transmise aujourd'hui. Donc, comment on peut recréer en Zoom peut-être des espaces informels avec le CA? Bien, en fait, compte à travers la technologie, ce qui est intéressant, c'est, tantôt je parlais d'activités ludiques, on peut dire aussi si on avait une façon de manger ensemble avant de commencer un CA, exemple, je donne une idée, un exemple, on peut conserver cette façon-là, donc c'est de façon informelle, donc de proposer que peut-être une rencontre sur deux, on soupe ensemble et par la suite, on commence le CA. Donc, pendant cette période-là de lunch, on est dans des discussions informelles. Ou ça peut être aussi à la fin de la rencontre. Donc, ça demande une structure, une acceptation de tout le monde pour dire, en raison de la situation, pour garder cet aspect-là informel avant ou après, comment on peut s'organiser. Donc, il y a des suggestions qui sont faites de ce sens-là. Soit on mange ensemble avant, puis là, on commence le CA ou après. Donc, ça permet de continuer à conserver ces discussions informelles. Parfait. Quelqu'un pose la question au niveau des questionnaires d'évaluation, si ça doit être fait de façon anonyme. Moi, je suggérais oui, parce que l'objectif, ce n'est pas de savoir parce qu'à un moment donné, la relation de confiance, si on voit qu'il y a un élément qui est fort, c'est-à-dire il y a un élément qui est fort, puis il faut que la personne se sent aussi, je dirais, c'est là qu'on va avoir la force et la relation du conseil d'administration, d'avoir le courage de dire, oui, effectivement, moi j'ai identifié que lors de la dernière rencontre, j'ai trouvé ça un peu lourd au niveau du conseil d'administration parce qu'on a pris beaucoup de temps à prendre la décision du point 2. On avait indiqué que ça prenait 15 minutes, puis on a pris le double. Ça se dit, il faut avoir le courage de le dire et que la personne qui reçoit aussi l'information puisse aussi, comme je disais, écoute, comprendre sans jugement, comprendre pourquoi la personne le dit, pourquoi elle se sent irritable par rapport à ce point-là. Donc, de bien réceptionner la rétroaction. Pourquoi? Parce que si on réceptionne mal la rétroaction, la personne ne va plus après, par la suite, partager son opinion. Donc, votre
outil ou votre questionnaire d'évaluation va perdre de sa valeur. Donc, il faut vraiment montrer aux membres de votre CA, oui, je vous propose qu'on évalue, mais je suis capable de réceptionner les bonnes et les informations peut-être délicates que je peux recevoir. Donc, c'est à double tranchant, puis j'encourage de le faire, puis de respecter ce qui a été dit et comment on peut s'améliorer. Merci. Quelqu'un demandait si la présentation va être envoyée par courriel. En fait, vous devriez la recevoir à l'instant même. C'était programmé pour 15h45. Vous allez l'avoir en même temps que le lien qui va vous permettre de procéder à l'évaluation de l'atelier. On a une question au sujet des administrateurs et administratrices introvertis. Donc, comment on peut, des fois dans une rencontre présentielle, on peut prendre le temps, on regarde quelqu'un, contact visuel, tout ça pour inciter la personne ou sonder peut-être sa volonté de s'exprimer sur un point. On perd beaucoup de ces indices-là en étant en mode virtuel, mais comment on peut faire pour aller chercher les points de vue de certaines personnes qui s'expriment moins? Et peut-être à l'inverse aussi, comment on peut faire pour gentiment éviter des gens qui ont tendance à monopoliser la parole, comment ils peuvent laisser la place à d'autres pour qu'on ait plusieurs points de vue. Donc, très, très, très bonne question. Et puis, effectivement, on l'entend souvent que dans certaines rencontres, il y en a qui prennent plus la parole que d'autres. Ce qui est important dès le départ, c'est, comme je l'avais mentionné, de donner des règles de fonctionnement de droit de parole. Donc, quand on a posé un peu les normes, les règles dès le départ, les gens sont au courant. Ça ne veut pas dire que la personne qui est extravertie, vous allez arrêter de la faire parler puisque c'est sa nature, c'est sa personnalité. Mais au fil du temps, c'est de la reprendre en disant « Merci Jacques, on entend, mais j'aimerais aussi savoir un peu les opinions des autres. » Donc, c'est vraiment de reprendre la personne pour lui montrer qu'il y a d'autres personnes autour, même si c'est de façon virtuelle. C'est de l'annoncer en disant « On va discuter de tel point, j'encourage que tout le monde participe activement à la discussion. Puis, il se peut que je vais arrêter une personne, ne le prenez pas mal, mais je suggère que la plupart du monde puisse s'exprimer. » Donc, la présidente ou le président doit mentionner dès le départ, j'encourage un peu comment il va gérer le droit de parole. Plus vous annoncez à l'avance le droit de parole à vos membres, plus ils vont comprendre votre manière de fonctionner et le respecter. Ça ne veut pas dire que la première fois que vous allez le faire, ça va fonctionner. C'est au fil du temps qu'ils vont comprendre comment la roue fonctionne à travers votre CA. Vous allez créer tranquillement vos règles de fonctionnement. Mais il faut avoir des règles de fonctionnement, je ne dirais pas rigides, soyez flexibles, mais ayez des règles de fonctionnement si vous visez une efficacité accrue au niveau de vos rencontres. Puis les personnes introverties, parce qu'il y avait une soupe. Pour les personnes introverties, ce sont des personnes qui vont être beaucoup dans l'observation, l'analyse des autres. Je les encouragerai de se préparer en écrivant en fait compte ce qu'elles souhaitent partager et après le dire. Donc des fois, c'est une méthode, c'est écrire ce qu'on veut dire et après le partager, alors que les extravertis, ils n'ont pas besoin d'écrire, ils s'expriment directement. Donc, j'encourage les introvertis d'écrire et par la suite de partager. Parfait. Quelqu'un demandait comment utiliser le huis clos, si je peux me permettre, comme c'est peut-être un enjeu technique aussi, mais si vous utilisez la salle d'attente pour gérer les entrées au conseil d'administration, puis évidemment vous assurer que seuls les administrateurs participent à la rencontre. Vous pouvez momentanément demander à une personne de la direction de retourner en salle d'attente le temps que le huis clos se fasse, puis idéalement le faire en fin de rencontre, comme ça la personne peut quitter un peu plus tôt, en n'oubliant pas qu'il est toujours pertinent de faire un débriefing du huis clos pour partager les grands points. Il y a une question, Sandrine, qui nous vient sur l'intégration de nouveaux membres. Donc, généralement, c'est ça, on accueille nos nouveaux membres, on leur présente l'équipe, on leur présente l'organisation. Donc, dans certains cas, même, il y en a qui ne peuvent pas aller physiquement dans les lieux de l'organisation où ils sont administrateurs ou administratrices. Donc, comment on peut intégrer à distance en virtuel? Bien,
un peu ce que j'avais suggéré dans les conseils, c'est lorsqu'on sait qu'on a une nouvelle personne qui intègre un CA, lors de la prochaine rencontre, donc de l'identifier qu'il y a une nouvelle personne et s'assurer que les autres membres se présentent. Donc ça, c'est la première chose, c'est de se présenter et aussi penser à faire des activités de brise-glace pour apprendre à se connaître. Donc, de s'assurer que l'accueil et l'intégration des nouveaux membres sont bien faits. Donc, que la personne a tous les éléments pour comprendre l'organisation. Quand je parlais de mission, de vision, de valeur, prendre le temps d'expliquer un peu le rôle qu'on s'attend d'elle. Parce qu'on peut dire, oui, on veut que tu sois active, mais active comment partager. Donc, de prendre le temps d'expliquer les attentes qu'on a auprès de ce membre-là et aussi comment fonctionnent les rencontres de CA. Donc, tantôt, on parlait de règles de fonctionnement. Bien, ce sont ces éléments aussi qu'il faut partager à la personne qui rentre dans votre CA pour qu'elle puisse intégrer facilement les rouages de votre conseil. Fait. Quelqu'un nous demande si on a des exemples de sondages ou des questions de sondage qui pourraient être adressées au CA. Tu parlais d'un SurveyMonkey tout à l'heure. Peux-tu nous donner 2-3 exemples de questions qui seraient pertinentes à poser aux membres du CA? Par exemple, pour l'évaluation de la rencontre? Oui. OK, donc là, on avait vu que pour la rencontre, on avait 4 axes. On avait dit contenu, climat, procédure et appréciation générale. Si je prends par exemple, puis la cote qu'on peut identifier, c'est insatisfaisant, peu satisfaisant, satisfaisant ou très satisfaisant. Ça, c'est une cote générale, mais on peut la modifier selon l'aisance des membres. Sur le contenu, on peut avoir la question de la pertinence des points traités. Est-ce que la pertinence, le niveau de priorité respecté en lien avec urgence et importance des sujets a été respecté? Est-ce que le sujet qui relève bien de la responsabilité du CA? Donc ça, c'est des questions qui sont en lien avec le contenu. Est-ce que l'ordre du jour est réaliste en regard du temps disponible? Donc, c'est des questions comme ça qui sont posées sur le contenu et après d'autres petites questions d'interrogation, par exemple, sur le climat, par exemple. Est-ce que les membres étaient à l'écoute entre eux? Donc, oui, non. Est-ce qu'il y a eu un respect des différents points de vue? Est-ce que l'ambiance générale était satisfaisante? Donc, c'est des petites questions, je dirais pas trop, je dirais complexes, hein, pour se donner un peu le niveau d'efficacité dans les rencontres. Parfait. Tout à l'heure, tu as parlé de ton livre, tu as parlé de la gestion de conflits. Quelqu'un demande le titre de ton livre. Si tu peux peut-être physiquement nous le montrer. Je pense que tu ne l'as pas loin. Ou... Donc, comment gérer... Oui, je te laisse lire. Okay. Comment gérer autrement les conflits au travail? Et quelqu'un demandait aussi, une autre personne, lorsqu'il y a un conflit qui se présente au conseil d'administration, comment on peut le gérer de façon virtuelle? Donc, la personne donnait l'exemple peut-être entre des administrateurs qui ont des visions différentes, des expériences, ou quelqu'un qui est plus hands-on et quelqu'un d'autre qui est plus stratégique. Comment on peut arriver à maintenir un bon climat de collaboration tout en s'assurant que chacun accepte que les autres administrateurs ne fonctionnent pas nécessairement de la même façon qu'eux? Donc, ça veut dire que j'encourage que la présidente ou le président du conseil d'administration qui constate qu'il y a un conflit, de le gérer après. Ça veut dire de reprendre la discussion avec la personne identifiée. Si on sent que c'est houleux, de dire, on constate qu'il y a une divergence d'opinion, on va regarder ça plus tard, mais de le gérer dehors de la rencontre pour ne pas s'éterniser sur le conflit devant tout le monde. Donc ça, c'est important de sortir en fait compte de la situation, mais de le reprendre de façon individuelle et après avec les personnes concernées pour mieux comprendre la situation, mais ne pas la conserver pendant la rencontre du CA. D'accord. Quelqu'un demandait des précisions techniques sur les outils, le SurveyMonkey. Donc, comment on l'écrit, mais vous avez dans le message que vous avez normalement reçu à 15h45 un lien vers un sondage. Puis sur le même site, vous pouvez vous créer un profil et partager des sondages. Donc, c'est un bel outil. Ça permet de collecter les résultats automatiquement puis de façon confidentielle également.
Exactement. Euh, Question plus générale, quelqu'un demande comment on peut contribuer aux discussions lorsque le sujet traité n'est pas dans notre expertise. Donc ça, c'est assez récurrent comme question. Lorsque, par exemple, on parle de budget ou des états financiers, le réflexe, c'est souvent de se tourner vers le comptable puis d'attendre de voir ce qu'il a à dire, alors que c'est l'affaire de tout le monde. Donc, comment un CA devrait se mobiliser autour de questions qui ne sont pas nécessairement celles qu'il préfère aborder ou celles pour lesquelles il ou elles excellent? Donc, c'est une bonne question. Je l'ai vécu. Moi, mon expertise est plutôt en ressources humaines. J'ai dû analyser des états financiers dans mon dernier CA. Et pour cela, ça me demande plus de préparation parce que plus vous vous préparez, parce que vous ne maîtrisez pas en fait compte le contenu, plus ça va être intéressant de partager un peu votre réflexion de ce que vous n'avez pas compris. Puis toute question est importante. Donc oui, peut-être que vous n'avez pas l'expertise en comptabilité ou autre, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas intervenir pour clarifier ce que vous n'avez pas compris. Donc moi, dans mon expérience, il y a des éléments que je n'ai pas compris, que j'ai identifiés et que j'ai posés parce que moi, dans ma compréhension, il y avait du flou. Alors que peut-être la trésorière, qui a une expertise plus élevée, elle n'a pas dû à poser la question. Donc, il ne faut pas avoir peur de ne pas poser parce qu'on n'a pas l'expertise. Bien au contraire, quand on n'a pas l'expertise, osez poser la question et avoir votre réponse. Parce que vous prenez aussi une prise de décision quand on demande d'approuver les états financiers et que vous acceptez, c'est que vous avez accepté le contenu. Donc, vous êtes aussi indirectement responsable de l'approbation de ce qu'on vous a présenté. Parfait. Il y a beaucoup de questions très, très larges sur la gouvernance, puis on est déjà rendu à 15h57. Je vais voir si j'ai le temps d'en trouver une dernière qui pourrait trouver une réponse concise. Donc, bon, ça touche peut-être un peu à la question de conflit, mais quand on a quelqu'un, un membre du CA qui est assez négatif ou qui remet beaucoup les choses en question, les décisions qui sont prises, quelqu'un qui challenge beaucoup, comment on peut, disons, l'amener sans nécessairement à ne pas partager ses craintes, mais l'amener à savoir quand se rallier aux autres? Bien, en fait, c'est par une approche de gestion de conflit. Donc, c'est vraiment parler avec cette personne individuellement pour identifier un fait de compte qu'on constate à plusieurs reprises sa façon de partager son opinion et l'impact que ça peut avoir à travers les rencontres et de voir avec cette personne-là la raison pourquoi elle utilise cette approche-là, donc d'aller comprendre en fait compte sa façon de communiquer et par la suite de l'amener à qu'est-ce qu'on s'attend d'elle. Donc ça, c'est important de rencontrer la personne pour comprendre un peu et de l'amener vers les attentes de comportement acceptables dans un conseil d'administration. Donc c'est aussi notre rôle d'identifier les comportements acceptables dans un conseil d'administration pour garder un climat harmonieux. N'oubliez pas, au niveau de l'évaluation, il y a un des axes qui parle du climat. Donc, c'est notre rôle aussi de conserver un climat harmonieux. Parfait. Merci beaucoup, Sandrine. Donc, on approche là, des 16 heures, puis on se donne toujours l'objectif d'être dans les temps. Donc, ça a été une heure bien remplie. Je pense que juste d'aborder la question au sein de votre conseil d'administration, de parler de l'importance de la collaboration, puis de faire attention aux conflits larvés là, qui vont avoir un impact, les choses qui ne seront pas nommées, mais qui vont amener démission après démission, ça devient très problématique, puis c'est difficile de rectifier le tir par la suite, puis également, ça rend le CA moins attrayant pour les nouveaux administrateurs, nouvelles administratrices. Quand vous intégrez un conseil d'administration, puis vous savez que plus de la moitié du CA a été renouvelé dans la dernière année, ça soulève des questions, puis c'est peut-être un frein à l'engagement. Donc, je vous invite à en discuter avec vos équipes. C'est du temps bien investi lorsqu'on travaille sur le climat, parce qu'un conseil d'administration qui fonctionne bien ensemble va faire des rencontres qui seront plus efficaces, plus courtes, va mieux répondre aux besoins de la direction générale ou de la coordination. Et moi, je le dis souvent, là, si après une rencontre du CA, vous n'êtes pas capable de dire en quoi la rencontre va apporter
va donner un coup de pouce à la personne qui dirige l'organisation. Si ça a été que des questions de conformité puis du rubber stamping, c'est ennuyant pour le CA puis ça aide pas beaucoup en bout de ligne. Donc, il faut vraiment trouver une façon d'apporter votre contribution puis d'amener la réflexion un peu plus loin à chaque rencontre. Donc, on va s'arrêter ici. Vous avez reçu le lien pour compléter le questionnaire d'évaluation ainsi que la présentation de Sandrine. Le prochain rendez-vous, les invitations vont être communiquées bientôt. On va avoir le plaisir de recevoir René Villemur, qui est un éthicien, qui va nous parler, disons, des deux parties, comment on peut réaliser sa mission dans le contexte actuel tout en travaillant dans un environnement où il y a beaucoup de contraintes et beaucoup de règles à respecter. Parce que la prudence extrême serait de cesser ses activités et d'attendre que ça passe, mais on sait que vous travaillez tous et toutes avec des clientèles, avec des membres qui ont besoin plus que jamais de votre soutien. Donc, comment les organisations peuvent se positionner dans ce contexte-là? Donc, c'est une réflexion un peu philosophique pour nourrir votre conseil d'administration, pour voir quelles pourraient être les grandes décisions à prendre ou les facteurs qui vont influencer vos choix pour la programmation de 2021 sur laquelle vous êtes certainement en train de travailler. Donc, merci énormément, Sandrine. Ça a été fort apprécié comme collaboration. Je suis persuadé que les gens repartent avec de nouveaux outils puis des questions qu'ils et elles pourront aborder avec leur CA. Et on se retrouve là, pour le prochain webinaire le 25 novembre prochain. Merci, Philippe. Au revoir. Au revoir.